Et le thème ce soir, c'est l'impact des émotions sur la santé. Je me présente peut-être très très vite en 2 mots, mais parce que là je vais traiter ce thème sous l'angle de la médecine chinoise. Donc c'est une médecine que je pratique depuis bientôt un demi-siècle, et qui a un regard depuis plusieurs milliers d'années. Donc de toute façon, on ne va pas réinventer les choses, par contre c'est un regard très différent du nôtre, et qui nous permet de faire des liens entre des parties de l'être humain qui des fois sont étudiées séparément chez nous. Donc les émotions, c'est le domaine de la psychologie, les organes c'est le domaine de la médecine, sauf que des fois l'un peut affecter l'autre. On verra ça, et donc ce qui est intéressant c'est que cette médecine a une approche un peu, j'ai utilisé un terme un peu moderne qui n'est pas toujours bien utilisé, mais intégrative, holistique de l'ensemble. Et donc on va voir quel impact ça peut avoir sur le plan de la santé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas parler médecine chinoise, on va parler santé, on va parler de nous, humains, et de voir comment on se rend malade ou pas à partir de nos émotions. Le but, normalement, c'est la santé. Il y a d'ailleurs une organisation mondiale, je ne suis pas sûr qu'elle ait toujours la santé comme objectif actuellement, mais ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que la définition, il y a quelques décennies, de l'OMS, c'était que la santé, c'était un état de bien-être physique, mental et social. Ce qui voulait dire qu'effectivement, il n'y avait pas que le côté physique, il y avait le côté mental et le côté collectif. Parce que quand tout le monde n'est pas bien, c'est vrai que c'est dur d'être bien aussi. Donc c'était une définition intéressante en fait, ça prenait beaucoup de choses en compte. L'être humain dans sa dimension physique, dans sa dimension psychique et même dans sa dimension sociale, quand tout ça va bien, déjà c'est bon signe. Les Chinois disent quelque chose de sensiblement identique, puisqu'ils disent que la santé, le but de la médecine, c'est de permettre aux gens de vivre heureux, longtemps et sans maladie. Donc il y a aussi la notion de bonheur, si on peut dire. Donc on rejoint ce côté. Alors les émotions sont une partie, ça fait pas tout, mais c'est ça qui nous rend souvent malades, donc c'est pour ça que c'est intéressant de zoomer dessus. En tout cas, il y a cette notion de santé, de longévité, associée à l'état psychique ou émotionnel des gens. Et cette médecine chinoise, en gros, elle est à peu près contemporaine de celle d'Hippocrate. On est aux alentours de 500 avant Jésus-Christ pour les textes fondateurs. Et elle est encore plus ancienne que ça, mais bon. Et Hippocrate parlait comme ça. Il avait, vous savez, la théorie des humeurs. Ça vous dit certainement quelque chose, cette théorie des humeurs. On l'utilise encore au quotidien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est sanguin, ou qu'il est lymphatique, ou qu'il est bileux, ça vient de la théorie des humeurs d'Hippocrate, et ça évoque des émotions. Et d'ailleurs, il y avait les mauvaises humeurs, qui étaient, alors on parlait c'était des humeurs au sens médical du terme, qui donnaient des maladies, la bile, l'atrabile, la mélancolie, la bile noire, et la bonne humeur. C'est-à-dire que bonne humeur, dans la médecine d'Hippocrate, signifie bonne santé. Mauvaise humeur signifie maladie. Donc on voit immédiatement, à travers cette théorie en tout cas, que l'état émotionnel a un impact immédiat, en tout cas évident, parce que ça peut mettre du temps des fois, sur la santé ou sur la maladie. Dans un ouvrage donc, de médecine chinoise, je vous disais, qui remonte à environ 500 avant Jésus-Christ, il est dit que le médecin doit être au fait, je lis le petit passage pour ne pas le trahir, le médecin doit être au fait des affaires humaines pour comprendre les causes, pour éclairer les antécédents. La condition sociale, la situation financière, la complexion individuelle, l'âge, la force d'âme doivent être recherchés en détail pour reconnaître l'origine de la maladie. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas seulement aux examens. Déjà, il faut regarder les gens. Et quand on regarde les gens, on leur demande d'où ils viennent, qui ils sont, et comment ça va le moral aussi. Vous voyez, et pourquoi ça n'irait pas. Quand on fait l'examen habituel, alors je vais éviter les termes chinois, mais du patient sous l'angle à la fois physique, fonctionnel et psychique, émotionnel, on doit s'informer de sa condition sociale, de la perte éventuelle d'une dignité, d'un désir d'anoblissement. Alors,
c'est des termes anciens, hein. Perte d'une dignité ou désir d'anoblissement, ça peut être un licenciement, ça peut être une envie de monter en grade dans l'entreprise, on est dans des choses comme ça. La perte d'une haute situation sans nulle intervention d'autres facteurs pathogènes peut faire sécher la peau, rétracter les muscles, causer des parésies et des contractures des jambes. Si le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, l'extérieur du corps devient faible et mou. Le désordre devient une altération définitive, la maladie s'immobilise et toute la médecine peut devenir impuissante. La séparation d'un être aimé provoque un marasme qui se cristallise. La tristesse, la crainte, la joie, la colère vident les 5 organes. L'énergie et le sang perdent contenance. Et le texte de conclure, de quelle qualité est l'art du médecin qui ignore cela? Vous voyez, on est en 500 avant Jésus-Christ, on vous explique qu'un choc émotionnel peut déclencher de façon assez nette. Dans la suite du passage, on trouve la description justement de maladies de Hodgkin ou un cancer des ganglions lymphatiques ou une maladie dégénérative suite à un choc ou une perte ou des choses comme ça qu'on a mal vécu psychologiquement. Donc des émotions qui rongent quelque chose à l'intérieur. Sauf qu'on a une explication de la manière dont ça ronge, mais on ne va pas développer ça maintenant. Donc en 500 avant Jésus-Christ, on vous explique comment, à partir d'une émotion, on peut fabriquer un trouble somatique. Une vraie maladie, quoi, qu'on va vous envoyer à l'hosto pour ça, faire des opérations et tout. 2500 ans plus tard, il y a encore des colloques pour savoir s'il faut prendre les émotions en compte dans les maladies. On ne fait pas le lien. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas sous le microscope. Nous, on est dans une médecine matérialiste. Si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Ben oui, les émotions, ça ne se voit pas. Le vent ne se voit pas, on voit les feuilles qui bougent. Donc, on va admettre qu'il y a quand même quelque chose qui fait bouger les feuilles. Il y a des choses qui font bouger les gens aussi, même si ça ne se voit pas, et qui peuvent casser des arbres, qui peuvent tuer des gens. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les émotions. Comment elles peuvent avoir un impact sur les maladies? D'abord, c'est quoi les émotions? On dit les émotions, comment je pourrais dire? Alors, on considère en médecine chinoise que l'être humain, c'est un produit de la nature. C'est-à-dire que dans la nature, je vais faire un petit tableau que j'avais peut-être fait l'autre fois pour vous donner une idée. En fait, la vie s'organise par le fait qu'on a un rayonnement solaire, on a la planète, et à la rencontre des forces de la Terre et du rayonnement solaire, il y a une couche atmosphérique qui se forme. Et dans l'être humain, qui est un produit de la nature, on ne va pas détailler ça trop, mais on a également 3 niveaux qu'on appelle Shen, c'est-à-dire l'esprit, une forme de lumière si vous voulez, Qing, qui est en fait la substance du corps. On est fait comme un arbre d'une essence, ça c'est un terme qui désigne l'essence, c'est-à-dire on est le produit d'un raffinage, vous avez mangé peut-être tout à l'heure, sinon ça sera après, mais en tout cas quand vous mangez, ça devient vous, sans paraphraser quelqu'un il y a 2000 ans, ceci est votre corps quand vous mangez, clairement ça devient vous. Et donc on a aussi un corps qui est fait de terre, Adam, le premier homme, ça veut dire Adama, c'est la glaise, la terre. On prend des choses qui viennent de la terre, ça va donner des crêpes, ça va donner je ne sais quoi, ça devient vous, et puis c'est une alchimie qui se produit à l'intérieur, donc voilà, on a un corps. Et puis, à la rencontre du corps et de l'esprit, on a quelque chose qui lie les deux, qui est le produit des deux, qui est ce qu'on appelle le qi en chinois, l'énergie, qui est en fait un courant, un mouvement, c'est tout ce qui nous anime, tout ce qui nous dynamise. Donc en fait, on a 3 étages. Et d'ailleurs, le passage que je vous citais tout à l'heure disait quand le médecin fait l'examen de Qing, Qi et Shen, c'est-à-dire quand il examine le patient à la fois sur le plan physique, ce qu'on fait très bien dans notre médecine occidentale, mais dès que c'est du fonctionnel ou du psychique, là, c'est plus tellement étudié de la même façon. Parce que quand on dissèque des cadavres en fac de médecine, évidemment, le mécanisme fonctionnel, et puis sans parler de l'esprit, c'est plus là. Donc évidemment, et quand vous mettez du sang sous un microscope, c'est du sang mort déjà.
Donc évidemment, c'est pas la même chose. Vous voyez, si vous faites couler de l'eau, il y a du chi dans l'eau. C'est de l'eau courante, il y a du courant. On peut tirer une centrale électrique en mettant sur un fleuve. Mais si vous analysez la goutte d'eau, il n'y a plus le chi dedans. Donc en fait, on a perdu quelque chose au passage. Et nous, ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'il y a du chi. Et bien, il se trouve que les émotions, c'est du chi. C'est-à-dire que, à la base, c'est l'équivalent des climats dans la nature. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il est assez remarquable de voir qu'en fonction du temps qu'il fait, ça influe sur notre humeur, pour reparler d'Hippocrate. On sait que quand l'hiver dure longtemps, que le printemps met du temps à venir, ça devient... le moral, il faut que les gens du Nord, vous connaissez la chanson, aient dans le cœur la chaleur qu'il n'y a pas dehors, sinon ils vont déprimer. Il y a des vagues de suicides au Québec quand le printemps tarde à venir, parce que c'est des Blancs qui ont émigré là-bas, et fondamentalement, quand même, ils sont passés d'un climat tempéré à un climat vraiment polaire. Et si ceux qui ont les moyens de partir quelques jours au soleil, recharger leur yang, leur batterie, se faire un petit plein de vitamine D, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ça va, ils tiennent le coup, mais sinon, il y a des vagues de suicide. D'ailleurs, c'est connu chez nous, les dépressions saisonnières. Et d'ailleurs, on fait de la photothérapie, c'est-à-dire on met de la lumière pour remonter le moral des gens. Donc c'est pas admis, n'empêche qu'on sait très bien que ça a des influences. Le taux d'ensoleillement dans l'année, en Bretagne, on a de la lumière quand même. C'est pas toujours le soleil, mais c'est lumineux quand même, donc ça va. Mais voilà, il n'y a pas besoin que ce soit de se cramer pour avoir sa dose, mais c'est pour dire qu'effectivement, on a besoin d'éclairage, de lumière, pour pouvoir nourrir aussi le chi, et il faut que les trois marchent ensemble. Donc les émotions, du point de vue de la médecine chinoise, sont liées au chi. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter que, pour le dire autrement, c'est des mouvements d'énergie. À noter au passage que ça, c'est des émotions. Après, ça veut dire qu'elles peuvent avoir une origine mentale ou une origine organique. C'est-à-dire que, imaginons, on prend, la colère, c'est une émotion, vous voyez, qui correspond un peu à l'orage, dans la nature, ça tape. Si vous avez mentalement quelque chose qui vous déplaît, ou qui vous révolte, qui vous frustre, vous allez déclencher un mécanisme qu'on ne va pas étudier là, mais c'est de la psychologie, ou de la psychopathologie, qui va se transformer en colère. Mais si vous avez, par exemple, vous ne dormez pas suffisamment, et vous vous réveillez de mauvaise humeur, ou avant les règles, vous devenez colérique, ça c'est une humeur, disait Hippocrate, c'est-à-dire vous êtes de mauvais poil. Et vous avez aussi de la colère, de l'irritabilité. Mais dans un cas, la cause c'est que j'ai pas assez dormi. Dans un autre cas, c'est il y a quelque chose qui me déplaît vraiment. Et donc si on cherche à traiter psychologiquement, parce que quand vous êtes de mauvaise humeur, vous trouverez toujours des raisons de vous fâcher. Donc si vous voulez pas devenir fou, vous allez trouver une raison. Vous dire ouais mais ça fait chier. Enfin, vous allez trouver une cause. Mais en vérité, c'est que vous êtes de mauvais poil. Et puis, comme tout vous met de mauvaise humeur, c'est peut-être vous qui avez un problème quand même. Alors que s'il y a une chose qui vous révolte, mais que le reste du temps ça va bien, c'est qu'il y a peut-être quelque chose mentalement qui vous chagrine vraiment. Bon, peut-être que c'est pas juste non plus et qu'il faut en discuter, mais toujours est-il qu'il y a deux entrées très différentes à la production d'émotions chez les humains. Et déjà, ce serait important de ne pas les confondre, parce que c'est pas la peine de faire 15 ans de psychanalyse si on ne dort pas assez, vous voyez ce que je veux dire. Là, on peut chercher longtemps, on ne trouvera pas. Donc, déjà, savoir qu'il y a des origines différentes à nos états émotionnels. Un déséquilibre physique peut entraîner des émotions pathologiques. Un déséquilibre psychologique peut entraîner des émotions pathologiques. Et le problème, c'est que ces trois étages fonctionnent ensemble, c'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'un problème psychologique, on va dire, générer une émotion qui va blesser l'organisme, donc qui va agir sur la matière. Je prenais un exemple de frustration, par exemple, qui va
perturber, qui va intensifier, qui va densifier la fonction du... Là, ça va correspondre... Donc, qui va générer de la colère et qui va agir sur la fonction du foie. On verra un peu plus loin pourquoi. Et alors, c'est la fonction du foie. Sauf que le foie, dans sa fonction, il va fabriquer plus d'acide, de bile, etc. Et il va déverser ça sur son voisin de palier, sur l'estomac. Et la personne va avoir, par exemple, des fringales, des besoins compulsifs de manger. Et heureusement qu'elle mange, du coup, parce que si elle ne mange pas, elle va se faire un trou, ça s'appelle un ulcère. Parce que si on reçoit de l'acide sur les muqueuses et puis qu'on ne met rien à manger, ça fait des trous. Donc, on part d'un problème psychologique qui déclenche une émotion, qui perturbe l'énergie d'un organe auquel correspond cette émotion par analogie de mouvement dans le corps, et du coup on se retrouve avec un trouble somatique. Et là, le médecin va dire, là oui, vous êtes vraiment malade. Donc vous vous plaignez pendant X temps du fait que vous avez des aigreurs et tout ça, on ne fait pas forcément le lien. Quand les patients viennent, en général, ils se plaignent pour un trouble, pour un symptôme. Ils ne racontent pas forcément leur vie, mais dans certains symptômes, on comprend quand on pose des questions, justement, comme disait le médecin dans l'Empereur, voilà comment ça va dans la vie, etc. Le sommeil, le repas, le machin, le boulot, travail, famille, patrie, bon, tout ça. Et si tout va bien, c'est peut-être voilà, il faudra chercher dans une certaine direction. Mais s'il y a un de ces problèmes-là, c'est peut-être ça qui a été le point déclencheur. Donc il faut s'intéresser de l'ensemble, ne pas avoir d'idées préconçues. Parce que, effectivement, un problème somatique peut avoir une cause psychique. Et ça peut être pareil dans l'autre sens. Si vous avez une hygiène de vie qui n'est pas tout à fait adaptée à vos besoins, ça va perturber votre mécanisme interne et ça va peut-être générer des troubles psychologiques ou émotionnels, parce que l'émotion est partie d'un trouble, comme les exemples que je vous ai donnés, d'un déséquilibre organique, et ça finit des fois en hôpital psy. Donc, parce qu'on n'a pas pris en compte le lien entre ces différents étages. Vous voyez, il y a une autre conséquence qu'on pourrait tirer de ça, c'est que je vous dis, une émotion c'est de l'énergie. Mais imaginez, vous avez un choc émotionnel puissant, hein, quelque chose qui vous flingue, qui vous terrasse moralement, qui vous déplaît fortement. Vous avez deux solutions. Si vous êtes quelqu'un d'extraverti, vous allez péter un câble. Vous allez exprimer. Et comme c'est quelque chose de très fort, vous allez l'exprimer très fort, parce que c'est un mouvement d'énergie très fort à l'intérieur du corps. Donc vous êtes obligé de l'exprimer de façon très forte. Mais dans notre société, ça ne se fait pas. D'être trop expansif comme ça sur le plan émotionnel. Donc, vous allez être obligé d'aller voir un psychologue, voir un psychiatre, parce qu'on va dire, lui, d'accord ? Mais donc, vous risquez d'aller en hôpital psychiatrique parce que vous pétez un câble. Mais si vous êtes quelqu'un de poli ou de plus introverti, vous n'allez pas manifester le même choc émotionnel. Si vous êtes quelqu'un de plus yin que quelqu'un de yang, vous allez le gérer, le contrôler, le maîtriser, dire ouais je gère, ça va. En fait, vous restez raisonnable, mais c'est vos cellules qui deviennent folles. Et là, vous vous retrouvez à Villejuif. Parce que vous avez une prolifération cellulaire anarchique, on ne sait pas d'où elle sort. Ouais. Parce que, en fait, la compression interne qui est formée de l'énergie va créer une désorganisation cellulaire du corps, de l'intelligence du corps. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ça peut être le même choc émotionnel de départ qui peut, selon votre tempérament, votre nature, développer une pathologie qu'on va classer dans les troubles psychiques ou une pathologie qu'on va classer dans les troubles somatiques. Alors, le psychiatre et le cancérologue, c'est pas la même médecine, c'est pas les mêmes métiers, ils n'ont pas les mêmes réflexes. Mais aucun n'imagine, parce qu'ils ont fait des études séparées après, ne fait vraiment le lien. C'est-à-dire que le cancérologue, si vous parlez des émotions, il dit ouais, c'est bon, encore une fois, ça ne se voit pas aux examens. Ça fait 50 ans qu'ils nous font de la recherche sur le cancer en disant la recherche avance, mais ils recherchent toujours avec les mêmes œillères. Hein. Donc ça avance, il y a 10% de progrès thérapeutique et il y a 50% de cancer en plus. Donc ça avance, oui, mais bon, il faudrait bien le chercher quand même au niveau des causes, d'ouvrir un petit peu les possibilités.
Et pareil sur le plan psy, évidemment. Donc, comme je vous disais, les émotions, c'est du chi. Simplement, dans le corps, on a des mouvements d'énergie qui ne sont pas les mêmes. Hein, on a 5 organes vitaux qui représentent 5 mouvements d'énergie différents. Je vous ai dit que l'homme appartenait à la nature. Il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise également les 5 éléments, les 5 mouvements. C'est-à-dire qu'on a le foie qui est un organe, par exemple, qui monte l'énergie vers le haut. C'est une pompe qui ramène le sang vers le cœur et vers le cerveau. Parce que le sang, c'est lourd, et il faut bien le remonter. Il faut qu'il y ait un organe qui fasse pompe de relevage, comme ça. Et donc, effectivement, c'est la fonction du foie. C'est une des fonctions du foie. Plus, c'est comme les arbres, plus une force d'expansion. C'est-à-dire de permettre à cette énergie qu'on a dans le corps de se déployer sans contrainte, on dit. Je pourrais aller plus loin parce que le foie abrite l'âme, justement. C'est-à-dire, c'est ce qui vous pousse à faire des choses sans savoir pourquoi, des fois. Là, on a le cœur, qui est un organe qui a un effet de diffusion avec tout le système vasculaire. Voyez, là, on a la rate et l'estomac et le système digestif, en gros, qui transforment, comme l'humus sur Terre, la nourriture. Donc, c'est un mouvement de rumination, de stagnation. Voyez. Et là, on a le métal, c'est le poumon, qui est un soufflet qui ramène l'énergie vers le bas du corps. Donc on a en fait un organe qui remonte le sang, un organe qui fait descendre l'énergie, pour que la circulation fonctionne correctement. Le cœur tout seul ne fait pas tout le job, il est aidé par ces deux-là. Et on a les reins qui gèrent l'eau, hein, et qui ont évidemment un mécanisme d'émonctoire vers le bas. Donc en fait ces mouvements sont aussi des mouvements d'émotion. C'est-à-dire qu'on a dit les émotions c'est du chi. Et ben voilà, quand le chi monte, ça donne la colère. Quand le chi rayonne, ça donne la joie. Quand le chi stagne, tourne en rond, d'ailleurs on appelle ça la rumination, hein, c'est le fait de ressasser toujours les mêmes choses. Donc c'est généralement lié au passé, parce qu'on ressasse des trucs qu'on a déjà en mémoire. Hein. Vous savez, les gens à qui on a envie de dire change de disque, voilà, ça tourne tout le temps. Quand le chi descend, comme ça, le côté lourd, le côté minerai, métal, c'est la tristesse. Ou l'inquiétude aussi. Il y a 2 émotions liées à la fonction du poumon. Et quand le chi s'écoule comme ça vers le bas, c'est la peur. Et d'ailleurs, sous l'effet d'une peur, quand je vous dis que ça a des effets sur la physiologie, sous l'effet d'une peur, vous faites dans votre froc. Vous avez une incontinence, des urines, voire des selles, vous ne tenez plus sur vos jambes. Hein, vous savez, le petit lapin devant les phares de la voiture, il devrait bouger, mais le chi le plante complètement au sol. La colère, évidemment, c'est une énergie qui monte, hein, quand vous êtes en colère. D'ailleurs, il y a un mouvement à faire quand on est en colère, c'est de se détendre et de s'asseoir pour empêcher cette énergie de monter, parce que des fois, on fait des choses qu'on regrette après. Donc, la tristesse, l'inquiétude sont là. Le ressassement, c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est la même chose. Le mot rumination est intéressant parce que des gens qui ont ça de façon forte peuvent aussi développer des maladies comme comment on appelle ça déjà, des anorexies. C'est-à-dire qu'en fait, on se bouffe soi-même, mais on n'a plus envie de manger parce qu'on est en train de ruminer tout le temps. On ne digère pas quelque chose. Et puis, l'émotion du cœur, donc qui est la joie, qui peut être bénéfique ou pathologique, on va voir, c'est parce que les émotions, on a dit que c'est comme les climats. Donc un climat, ça fait partie de la vie, c'est bénéfique pour la vie dans la nature. Et les émotions font partie de l'être humain. Il est normal qu'au quotidien, on ait une petite joie passagère, une petite inquiétude passagère, une petite irritation passagère. Voilà, c'est comme la Bretagne, des fois il pleut, des fois il y a du vent, des fois il fait beau. Mais vous savez bien, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Et c'est pareil chez l'humain. Un humain en bonne santé, il doit avoir plutôt la joie qui domine. Parce que c'est l'émotion de l'empereur. Donc ça va être l'émotion qui revient une fois qu'on a le petit nuage qui est passé, le soleil revient. Si par contre c'est toujours dans la crasse, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça impacte le moral. Donc il est à noter que ces émotions-là, alors vous voyez on parle des 5 éléments, hein, on aurait pu faire un petit paysage, hein, avec une forêt, de la terre, des montagnes, le soleil et une rivière. Vous voyez, l'être humain c'est un paysage.
Et on peut noter effectivement que ces émotions-là sont yang et ces émotions-là sont yin. Vous savez, le yin-yang. C'est-à-dire que là, c'est des émotions de nature expansive, de nature dynamique. C'est-à-dire que la joie et la colère sont des émotions assez spontanées et qui sont difficiles à réprimer. Quand quelqu'un est en colère ou quelqu'un est joyeux, ça se voit, quoi, c'est difficile à cacher. Alors que les émotions yin sont plus faciles, yin c'est-à-dire des mouvements plutôt introvertifs, descendants, introversifs, enfin bon, d'intériorisation, et donc ces mouvements-là, ils sont plus faciles à cacher. Par exemple, vous pouvez cacher votre inquiétude, vous voyez, vous inquiétez pour quelqu'un, bon, vous ne le montrez pas trop parce que c'est une émotion interne déjà. Donc vous pouvez ne pas montrer que vous êtes inquiet, vous êtes triste. C'est plus facile que de ne pas montrer qu'on est en colère. C'est parce que ça a tendance à pousser un peu plus. Et d'ailleurs, au niveau des manifestations, comme la colère monte par exemple, ben, si vous prenez la pression artérielle de quelqu'un au moment où il est en colère, à tous les coups il est dans le rouge. Il va être entre 15 et 20 de tension facile, quoi. Pourquoi? Parce que c'est quand vous appuyez sur l'accélérateur de la voiture, vous passez dans la zone rouge comme ça. Alors si le moteur ne chauffe pas, si la minima ne monte pas également, c'est pas grave. Si par contre les deux chiffres montent, on risque de péter effectivement une durite. Donc ça dépend après du tempérament de la personne. Mais toujours est-il que ce que je veux dire, c'est que sur un coup de sang, comme on disait dans le temps, donc de colère, on peut faire un AVC. D'ailleurs, généralement, les médecins sont forcément expliqués pourquoi. Souvent, disent aux gens, ne vous énervez pas, aux personnes hypertendues. Parce qu'ils savent très bien que ça monte la tension. On voit bien aussi les tensions labile. C'est-à-dire que les personnes, quand elles voient le médecin, elles sont stressées, et comme par hasard, la tension, elle augmente, évidemment. Donc, on voit bien, et c'est le sang qui sert de vecteur entre l'état émotionnel et l'état organique. Se faire du mauvais sang, c'est aussi la médecine d'Hippocrate, c'est pas seulement la médecine chinoise. La joie, je vous ai dit, c'est une émotion de nature qui se propage facilement. D'ailleurs, vous savez, si quelqu'un rigole, des fois ça fait rire tout le monde, c'est un peu comme le feu. C'est à l'image dans les 5 éléments, le feu. C'est facile d'allumer d'autres feux, ça se propage facilement, et tant mieux, puisque c'est pas une mauvaise émotion. Mais quand elle est trop forte, comme elle a un effet de dispersion, par exemple, il y a des gens, quand ils ont une joie vraiment importante, soudaine, ils tombent dans les pommes, ils perdent connaissance. Vous avez déjà vu des gens, on leur annonce qu'ils ont gagné un truc, ou ils tombent dans les pommes, parce que la joie a cet effet de dispersion du cœur et qui fait que ça fait un petit coma passager, quoi. Ou vous savez, les groupies devant le podium de l'idole qui se pâment. D'ailleurs, pourquoi personne qui... le ressassement ici, ça, comment dire, c'est une émotion, je vous disais, qui stagne. Donc ça peut entraîner des troubles digestifs ou des pathologies digestives. La tristesse, c'est, vous voyez, je ne vais pas vous faire aussi le fait qu'il y a des couleurs différentes, mais nous on est des blancs, c'est la couleur du minerai, du métal, et effectivement de la roche, et effectivement les blancs sont des gens tristes. C'est-à-dire qu'on est des pulmonaires, vous voyez, le 19e siècle, les grands écrivains, etc. Alors ça fait parfois faire des beaux textes, mais on n'est pas des rigolos en fait. Quand on veut faire la fête, les blancs, c'est un peu laborieux des fois. Les noirs, eux, vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens, la fête, c'est dans les gènes. Il y en a d'autres, c'est vraiment, pas facile. Donc nous, parce qu'on est naturellement un petit peu pessimiste, un petit peu grognon, un petit peu triste, enfin on n'a pas des émotions très, très facilement spontanées comme ça, on n'est pas très yang de nature. Mais c'est pas grave, c'est le sud et le nord, ça c'est un autre problème, c'est le côté yin-yang. On n'a pas les mêmes modes d'expression. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... On a les mêmes sensibilités émotionnelles, mais on ne les exprime pas de la même façon. Encore une fois, les gens du Nord, etc. Et puis, la peur, évidemment, je vous dis, ça peut faire perdre les fonctions de rétention, parce qu'en fait, on a besoin d'un organe qui est une sorte d'électroaimant, c'est les reins, qui maintiennent tous les émonctoires en bas, et quand ils faiblissent, on le voit avec l'âge également, il y a des fuites. Mais sous l'effet d'une peur, boum, ça peut être plus marqué. C'est comme si on déchargeait brutalement une batterie sous une peur intense. Il y a même des gens, ils grisonnent d'un coup, par exemple. Donc c'est pour dire qu'effectivement, l'impact des émotions sur la santé, puisque c'est le sujet,
il est assez visible, il est assez remarquable, mais l'impact est très différent selon qu'il s'agit d'émotions que l'on appelle yin ou yang, parce qu'elles donnent des tendances réactives différentes. Après, si je prends l'exemple de la colère, elle n'a pas du tout la même action selon qu'il s'agit d'une colère que vous allez exprimer et d'une colère que vous allez refouler. Parce que vous imaginez, comme c'est une énergie assez impulsive, la colère, déjà, elle a tendance à se manifester. On voit des gens qui pètent comme ça, ils s'énervent, on se dit wow. Mais il y en a d'autres, ils sont aussi très très en colère, mais ils le gardent. Et là, le problème, c'est que ça fait... En fait, c'est une émotion qui est un peu ennuyeuse parce que soit elle fait des dégâts dehors, soit elle fait des dégâts dedans. C'est-à-dire que si vous l'exprimez, ça va être compliqué socialement, mais si vous la gardez, ça va être un organe qui attaque les autres. Et effectivement, il y a aussi une forme d'agression, mais elle est interne, elle se retourne vers la personne. Et, comment dire, cette colère-là, ça va faire comme une cocotte minute, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'énergie qui monte, mais il y a un couvercle. Et la personne dit « je gère ». Ouais, mais en fait, elle bloque. Hein. Et ça peut... c'est là où c'est le plus faible que ça va lâcher. Alors c'est intéressant parce qu'il y a plein d'expressions en français, par exemple, comme le foie, il a une fonction, je disais, de pousser, comme un arbre, donc il y a 30% vers le bas, 70% vers le haut, et selon les zones plus faibles du corps qui va attaquer, il y a des gens qui vont dire « j'ai les boules », par exemple. Parce que ici, vous avez une 4 voies, là vous passez à une 2 voies brutalement, et ça fait un ralentissement, un bouchon ici, et ça dérègle la thyroïde. Hein, et la personne dit, objectivement, elle a l'impression de ne pas pouvoir avaler quelque chose. Hein, ça, je ne peux pas l'avaler. C'est pas pour toujours surinterpréter la façon dont les gens expriment les choses, ça peut être des habitudes de langage, mais des fois, c'est vraiment significatif de ce qu'ils ressentent. Il y en a d'autres qui disent, ça me fait mal au bide. Il y en a qui disent, j'en ai plein le dos. Il y en a qui disent ça me fait chier parce que ça attaque la rate et puis ça crée des... etc. Et en fait, c'est intéressant de voir toutes ces expressions qui montrent la tendance de l'émotion à exercer une pression sur telle ou telle chose. Hein, ça me prend la tête. Hein, le chi qui monte, là c'est un cul-de-sac là-haut. Donc, etc. Donc effectivement, les formes de somatisation que prend la frustration, pour l'exprimer comme ça, c'est-à-dire une sorte de colère qu'on intériorise, sont multiples. Et je dis ça parce qu'on est dans une société où on l'observe très souvent en cabinet. Vous savez, I can get no satisfaction. On est dans une société qui génère sans arrêt des désirs. C'est une société de consommation, on pousse les gens, sauf qu'on les prive des possibilités de faire tout ce qu'on leur promet, et du coup, ça crée de la frustration. On appuie à la fois sur le frein et l'accélérateur, quoi. Donc, sauf que tout ça, ça fait des cocktails qui sont dangereux pour la santé. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est comme c'est des mouvements d'énergie. Il y a des gens, des fois, ils ont, par contre, des émotions très fortes, très complexes, et ils ne réagissent pas. Vous êtes juif, et vous êtes à l'entrée du camp d'Auschwitz. Et vous faites la queue et ça fume au bout. C'est un exemple que je vous donne. Vous pouvez être pris d'un mélange violent de peur et de colère et de révolte. C'est-à-dire, c'est injuste. Enfin, et puis en même temps, voilà. La colère, ça monte. La peur, ça descend. Quand vous avez à la fois une peur et une colère intense, ça fait un jeu à somme nulle. Et puis vous suivez sans réagir, parce que les grandes douleurs sont muettes, les deux émotions s'annulent. Donc en fait, c'est comme les couleurs, c'est comme les saveurs, quand vous faites un mélange, ça fait une autre couleur. Donc on ne peut pas juger forcément de ce que pensent les gens, ou de leur degré d'état émotionnel, en observant juste leur réaction. Parce que quand c'est complexe, ça fait encore un autre mélange que quand c'est juste une émotion bien franche, si on peut dire. Vous voyez ? Mais ça s'analyse, c'est-à-dire que cette grille qui permet de comprendre le mécanisme des émotions, elle permet de comprendre les pathologies physiques ou psychologiques, et c'est super intéressant. Après, il y a des lieux à éviter, il y a des gens à éviter, il y a des choses... Voilà, après, c'est comment
cultiver, mais on va en parler à la fin, comment vivre, parce que là, pour l'instant, c'est pas gai ce que je vous raconte, mais c'est pour comprendre, parce qu'on est dans une société qui est génératrice de quoi? De peur, de frustration, vous voyez bien, en ce moment, on est toujours en guerre, vous avez remarqué? Parce que la peur empêche la réaction. Quand on a l'énergie qui fuit, on n'est pas en train de se rebeller. Et à la limite, on vous fait peur, et si jamais vous finissez vraiment par en avoir marre et que l'eau engendre le bois, vous êtes en colère, vous dites oui, non, mais l'ennemi c'est lui. Ah bon, bah allez, file-moi une arme, puis on va passer sa colère sur l'autre qui n'a rien demandé des fois. Vous voyez, c'est intéressant tous ces mécanismes. Il y a le professeur Henri Laborie, par exemple, qui avait fait une expérience dans un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, si vous l'avez vu. D'ailleurs, où il y a un parallèle entre un type qui travaille dans une boîte, si j'ose dire, enfin, et qui se fait un ulcère, justement, hein, et puis il montre avec des rats en cage. Hein, il met un rat dans une cage, puis ils envoient un signal lumineux, et quelques secondes après, il balance, le sol est en métal, il balance un choc électrique dans le sol, le rat qui est en cage, il se prend, il n'a pas le choix, il se fait un coup de, pas de chaise électrique, mais de sol électrique, et donc, il développe un stress énorme, ça s'appelle un stress, enfin, comment on appelle ça déjà, un choc émotionnel vécu dans l'isolement. Et en moyenne, je ne me rappelle plus trop le détail de l'expérience, mais en gros, au bout de 15 jours, il développe un cancer. Parce que, après, en plus, c'est vicieux, c'est-à-dire qu'ils allument des fois la lampe, et des fois, il a le choc électrique, et des fois, il n'y est pas. Et il développe les mêmes troubles nerveux que s'il avait le choc électrique. Mais en même temps, ces troubles permettent d'encaisser, au cas où il arrive, d'encaisser le choc. Donc il développe complètement, il devient fou, quoi. Fou puis cancéreux. Attention, je ne dis pas que tous les cancers viennent de causes émotionnelles non plus, hein. Il y a un paquet de causes. Mais il ne faut pas négliger celle-ci aussi. Et après, ils mettent 2 rats dans la cage. Et là, au moment donc même protocole, et au moment où la lampe s'allume, les rats, c'est un peu comme le gong du ring, les rats se sautent dessus, ils se mordent, ils se griffent. Bon, ils se prennent le coup d'électricité, mais ils sont tellement dans le fight entre eux que, bon, ben, ils libèrent en fait leur adrénaline, ils libèrent leur chi du foie, leur colère, leur frustration. Ils ont quelqu'un pour la libérer. Donc, en fait, au bout d'un mois, alors ils sont griffés, pelés de partout, parce qu'ils n'arrêtent pas de se... Mais ils ne font pas de cancer. Parce qu'ils relâchent l'énergie sur l'autre. Mais on est dans des boîtes. Vous voyez, en ce moment, on est dans une boîte. Bon, mais on n'est pas des rancages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe, c'est Pierre Rabhi qui disait ça, mais regardez, on passe notre vie dans des boîtes. Hein. Voilà, ça commence dans le berceau, ça finit dans une caisse, et puis entre-temps, on va travailler en boîte, on monte dans une boîte pour se déplacer, on sort en boîte, enfin bon, c'est tout des boîtes. Donc on est un peu, des fois, dans des cages, et je ne vous parle pas du confinement, n'est-ce pas? Et du coup, ce que je veux dire, c'est que notre énergie, elle est bloquée par ce mode de vie. On ne vit pas en plein air de façon naturelle, c'est dangereux la nature, vous savez bien. Donc en fait, on enferme les gens, et on crée du stress, parce qu'en plus, à l'intérieur de cette boîte, il y a une télé qui dit « Ah, il y a ça qui est dangereux, il y a lui qui a attaqué, il y a une vieille dame qui s'est fait... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est là, comme ça, à l'intérieur de notre boîte, surtout, il ne faut pas sortir. Et voilà ce que ça génère. On est des rats en cage, et après, vous avez des gens dans la rue qui vous agressent, vous ne savez pas pourquoi. Ils vous plantent, ils vous insultent. Mais oui, mais arrêtez de rendre les gens fous aussi, cette société qui rend les gens fous, et après, elle dit « Ah, il y a un fou qui traîne. » Bah oui, mais attends. Vous voyez, ça c'est intéressant de regarder un peu comment c'est géré et de voir, c'est le Truman Show, mais pas très chaud, quoi, enfin, pas très drôle, hein, parce que bah, c'est une boîte qui organise les choses de façon pathogène. Donc à chaque fois qu'on vous fait, on parlait de cancer, attention, prévention, vous avez tous reçu ça dans votre boîte aux lettres, surtout si vous commencez à avoir les cheveux blancs, hein, le cancer de ceci, de cela, tout, prévention et tout, tu n'y penses pas, mais là, on te fout de l'inquiétude. D'accord? Ou de la peur. Il y a même des gens, ils n'osent pas prononcer le mot tellement... oui. Donc en fait, cette inquiétude-là, quand on sait le mouvement que ça a sur le corps, ça fabrique de la stagnation. La peur, ça fait baisser l'immunité.
La peur, par exemple, c'est lié aux reins. Les reins, c'est une centrale atomique qui fournit l'énergie du corps, qui lui donne des ressources pour faire des choses. Hein, c'est ce qui permet aussi la reproduction, c'est le système génito-urinaire. Si on éteint cette petite flamme qui est entre les reins, on fait baisser tout le système immunitaire, on éteint la chaudière de la maison. Donc quand on fait peur par rapport à une épidémie, en fait, on fait baisser le système immunitaire. Donc c'est aberrant. Et la première chose à faire serait de rassurer les gens, de leur dire voilà ce que vous pouvez faire, etc., mais pas de leur foutre les jetons. C'est une ignorance totale de comment marche l'esprit humain. Et dans l'esprit, il y a différents niveaux. C'est-à-dire quand un médecin vous dit rassurez-vous, il n'y a qu'une chance sur 10 pour que ce soit grave, ben c'est bon, il ne fallait rien dire, j'ai gagné à tous les coups, c'est pour moi. Hein? Ne pensez pas à un chien, qu'est-ce que vous faites? Ben, ta gueule, dis rien. Comme ça, j'y penserai pas. Donc, c'est pas faire l'autruche, mais c'est comprendre comment marche la psyché humaine, à croire, ou alors c'est malin au sens cancérigène du terme, mais ils veulent vraiment que les gens soient malades, c'est pas possible. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont... je vous disais, ne pensez pas à telle ou telle chose. Vous voyez, l'étape de la loi sont faites sous forme d'interdit. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Ben, ah ouais, elle est pas mal. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas regardé. Donc en fait, il y a un problème parce que on vous met des trucs sous forme d'interdit, donc c'est du fruit défendu. Puis regardez ce que ça fait avec les scandales chez les curés, tout ça. C'est pas la bonne façon. Il faut chercher les bonnes façons pour que les mauvaises émotions disparaissent. C'est ce qu'on va voir après. Mais interdire les trucs ou croire faire de la prévention en inquiétant les gens ou enfin, en fait, c'est mettre un verre dans le fruit. Voilà pourquoi les émotions ont un impact certain sur les maladies, mais voilà pourquoi notre société, qui fait un petit peu l'autruche par rapport à ça, l'entretient de différentes façons. Donc, comme je vous disais, l'émotion la plus intéressante, c'est celle de l'empereur des organes, qui est le cœur du point de vue de la médecine chinoise, parce qu'on dit qu'on a deux cœurs en médecine chinoise. Il y a une citation qui dit « Il y a le cœur, le cœur de chair et de sang qui est comme une fleur de lotus refermée et qui se trouve entre les lobes pulmonaires, au-dessus du diaphragme. Bon, voilà, le cœur du cardiologue que tout le monde connaît, la pompe, là. Et il y a le cœur de l'esprit, Sinshan, ça s'appelle, qui est, comme que je ne sais pas si je l'ai parce que je ne veux pas trahir qui éclaire les 10 000 choses. Âme vacante et omnisciente. C'est-à-dire, on a aussi une lampe ici. Mais celle-là, vous la voyez plutôt à l'église qu'à l'hôpital. Hein, vous voyez des iconographies religieuses avec le Christ, par exemple, qui est... Voilà. Hein. Donc, il y a des êtres comme ça qui sont censés être éclairés et qui ont une lampe à cet endroit-là et qui éclairent les autres. Hein, ça fait des phares un peu, pour les gens perdus dans la nuit. Et donc... Parce que c'est aussi un soleil et des rayons, mais c'est aussi une pompe et des tuyaux, c'est vrai, c'est tout ça en même temps. Mais le cardiologue ne connaît, et c'est très bien, hein, parce que le lien entre les deux, c'est le sang. Mais c'est pour dire que l'émotion de cet organe est importante parce que c'est le soleil qui permet la vie sur Terre. Hein, c'est le rayonnement solaire qui permet le bon déroulement de tous les phénomènes. Donc en fait, si on a la bonne humeur, c'est-à-dire si la joie domine, alors je vous dis, c'est pas l'éclat total, sinon ça peut être pathologique, mais si la bonne humeur règne, je dirais le beau temps règne à l'intérieur de soi, d'une façon générale, même si vous avez des nuages, ça va les disperser plus rapidement. Vous voyez ? Alors que si vous faites la chasse aux nuages, et je ne vous parle pas d'une société qui en ce moment fabrique des nuages en pensant que ça va faire des trucs utiles, là, non, ça ne marche pas. Donc, le cœur, en fait, pour le dire autrement en médecine chinoise, il incarne, c'est-à-dire il permet la manifestation dans le corps de la conscience. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une conscience, enfin, si la conscience est large, hein, c'est comme un soleil qui brille bien, ben ça va disperser rapidement les nuages. Vous voyez, ça veut dire esprit large aussi. Si vous avez l'esprit large, quand on vous dit quelque chose, ben, vous en foutez, donc ça ne vous affecte pas. Si vous avez l'esprit étroit, vous le prenez pour vous. Il y a des gens, voilà, on connaissait, tout le monde en connaît, mais des gens, dès que vous dites un truc, des fois vous avez l'impression qu'il faut marcher sur des œufs parce que tout de suite ils le prennent pour eux.
Et ça, c'est fatigant. Vous êtes obligé toujours de calculer ce que vous dites. Pourquoi? Parce que l'esprit est étroit. C'est aussi souvent les gens, alors ça peut être aussi une question de culture des fois, mais qui prennent tout au premier degré. Hein, si vous faites de l'humour, ça passe pas. Donc c'est embêtant parce que l'esprit, on dit Xinchong en chinois, c'est esprit, enfin cœur étroit littéralement. C'est-à-dire que comme c'est étroit, ils prennent ça pour eux parce qu'ils se sentent visés. Même si vous, mon vieux prof donnait un exemple, il disait vous allez voir votre voisin en disant tiens t'as pas vu le marteau, je cherche mon marteau, il dit non je l'ai pas vu, bon. Et puis quelques temps après, en fait, le voisin vous accuse de l'avoir traité de voleur parce que vous avez volé son marteau, alors que vous avez juste demandé parce que vous savez pas où vous l'avez mis, peut-être vous y avez prêté, vous savez plus. Mais lui, il a pris ça pour une accusation. Vous voyez ? Et donc, en fait, c'est lui qui vous accuse à tort, mais c'est lui qui se croit accusé à tort. Et c'est comme ça qu'il y a plein de gens qui créent des conflits inutiles parce qu'il y a une étroitesse au départ. Il y a une impression que ça nous concerne. Vous voyez ? Et il y a plein de problèmes de voisinage comme ça. Donc, quand vous connaissez des gens qui sont d'esprit ouvert, comme on dit, d'esprit large, c'est cool, c'est facile. Mais quand c'est étroit, c'est tout de suite compliqué, vous avez remarqué. Donc, je dirais que c'est à vous d'avoir l'esprit d'autant plus large que l'autre l'a étroit, quoi. Sinon, vous rentrez sur le ring avec et ça n'en sort pas. Hein ? Ce qui est intéressant, c'est que cette bonne humeur, il y a des statistiques qui ont été faites, là c'est des statistiques chinoises, sur les centenaires. Je vous ai dit, c'est un gage de santé, mais aussi de longévité. C'est-à-dire qu'il est très rare de rencontrer des centenaires de mauvais poils, de mauvaise humeur. Il y en a parce que c'est ça qui les tient, mais c'est pas la majorité. Souvent, d'ailleurs, je crois qu'ils avaient interviewé le doyen de l'humanité, qui est je ne sais pas s'il est toujours là, mais un japonais, 117 ans, je crois, je ne sais plus. Et il disait, c'est quoi pour vous, qu'est-ce qui fait secret de votre longévité, en bonne forme encore pour son âge et tout? Et il disait, parce que je suis content. C'est-à-dire, voilà, je suis satisfait de tout facilement. Et c'est vrai que c'était désarmant, mais c'est parce que, vous voyez, il y a des... pareil, le docteur Léong, mon vieux professeur, disait, s'il y a un truc que vous mangez qui ne vous plaît pas, vous pouvez dire, ah, j'aime pas ça, ou vous dire, tiens, ça change. C'est la même chose, mais c'est pas dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que si on a l'ego qui a cette propension à mettre tout de suite ses préférences et ses aversions en avant, il y a plein de choses qu'on n'aime pas, on le sait très bien. Et là encore, on est dans notre société où on pousse à ça. Vous voyez, lutte, résiste, prouve que tu existes, c'est une chanson. Hein. Mais non, on peut dire, voilà, c'est pas grave, quoi. On fait ce qu'il y a à faire, mais on ne s'en affecte pas. Il y a comment dire, je suis en train de penser à un truc qui n'a plus rien à voir de chinois, mais vu qu'il y a des petits vieux avec moi là dans la salle, hein, ouais, et puis des vieux jeunes, vous avez déjà acheté Pif Gadget à une époque? Il y en a? Non? Et il y avait une BD là-dedans, ça s'appelait Les Tristus et les Rigolus. Je suis en train de penser à ça. Et c'était une planète. Alors voilà, il y avait une partie de la planète, c'est comme un yin-yang un peu, une partie de la planète où les petits bonhommes étaient rouges et rigolaient tout le temps, bonne humeur, et l'autre partie de la planète, ils étaient bleu-vert comme ça, puis grognons, pleurnichards, enfin voilà, émotion yang-yin un peu. Et ce qui était rigolo dans cette BD, c'est que donc quand un Tristus arrivait à énerver ou à faire pleurer un Rigolus, de rouge, il devenait vert et il se retrouvait dans la planète Tristus. Et si un Rigolus arrivait à faire marrer un Tristus, pouf, il devenait rouge et il devenait Rigolus. Donc c'était une guerre d'émotions. Hein, ou si vous arrivez à provoquer l'émotion qui va bien, la personne rejoint votre camp. Et en fait, c'est assez génial parce que ça veut dire que on est quand même assez souvent à se promener dans ce pays, sur cette planète, ou je ne sais pas quoi, en disant ouais, ça va pas. Hein, les gens sont cons, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais la tête qu'on fait, on fait partie de la planète Tristus.
C'est-à-dire que les gens il y a d'autres personnes, on l'évoquait tout à l'heure, je pensais avec Gwen, je parlais de Mandela ou du Dalai Lama, c'est des gens, ils ont la banane, et pourtant ils ont vécu des trucs particuliers, enfin de la prison, des machins, mais en fait, ils surfent là-dessus, par-dessus ça, ils ne sont pas que ça, et surtout ils ne veulent pas faire partie de cette planète-là. Donc en fait, la dernière chose à faire, c'est justement de permettre, de donner le pouvoir à ceux qui sont tristes de vous filer ce virus-là. Donc plus ça va mal, plus il faut rester sur la planète de l'autre côté, quoi. Vous voyez, c'est une vraie guerre. Une guerre intéressante. Donc effectivement, la longévité qui va avec la santé, c'est très net de voir que généralement les gens de bonne humeur, non seulement ils vivent plus vieux, mais même quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas la même importance du coup. Donc de toute façon, après tout, le corps c'est jamais qu'un véhicule. Et donc si le conducteur est joyeux, il y a des gens qui sifflotent dans une vieille 2 chevaux, puis il y en a qui font la gueule dans des Ferrari. Donc à la limite, le plus important c'est quand même le conducteur, à mon avis. Hein ? Quand on parlait de personnes de bonne humeur, c'est que c'est souvent, ça avait été observé, des gens qui vivaient de façon simple, qui aimaient leur lieu de vie, parce que quand vous vivez quelque part où vous n'aimez pas, c'est vrai que c'est plus dur. Donc voilà, il y avait un certain nombre de critères qui montrent que une vie simple et joyeuse, c'était les meilleurs garants de la santé en vérité. C'était pas les gens qui cherchaient des choses exceptionnelles ou qui vivaient. Ça n'excluait pas le fait d'avoir une vie avec des épreuves, des difficultés, mais la façon de les vivre, c'est ça qui faisait toute la différence. Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde connaît des gens qui ont des problèmes, tout le monde ont des proches qu'ils aiment et qui meurent. Donc tout ça, on est tous là-dedans pareil. Bonjour. Mais en fait, le truc, c'est que comment on le prend? Est-ce qu'on le prend il suffit que vous ayez une personne qui va mal autour de vous pour que ça vous affecte, on est tous morts. Hein? Quand vous avez quelqu'un qui est malade, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est y amener de l'énergie. C'est pas lui pomper. Moi, j'ai déjà vu des gens mourants avec des personnes à leur chevet qui manifestent leur tristesse, et c'est le mourant qui est en train de perdre ses dernières énergies pour consoler les éplorés à son chevet. C'est super égoïste. Non, faut y amener un petit peu de vie. Et puis on pleurera plus tard dans son coin, peut-être. Mais voyez le truc. Le surmenage intellectuel, d'une façon générale, est quelque chose de pas très bénéfique par rapport à cette émotion dont je parle. C'est-à-dire que plus on sait des choses, plus ça nous fait cogiter et plus on peut psychoter, quoi. Plus on peut être inquiet, anxieux. Donc plus on sait, et c'est vrai qu'on a envie de connaître, de savoir. Il ne s'agit pas de faire l'autruche, encore une fois, mais je pense à des personnes qui vont écouter les infos 10 fois par jour, ça ne sert à rien, quoi. Une fois suffit. Donc on se nourrit aussi un peu de ces choses-là. Ah, t'as vu, regarde ce qui est encore arrivé, comme ça fait des sujets de discussion. Hein, mais ouais, ok, mais bon, qu'est-ce qui va bien? Vous voyez, vers quoi on tourne son esprit? Ça, c'est vraiment important. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de cœur ouvert, d'esprit large, du point de vue chinois, c'est pas forcément un don de départ ou un handicap de départ, c'est un truc qui se travaille, ça se cultive. C'est-à-dire, on peut, comme on travaille un muscle, on peut travailler cette capacité du cœur à s'ouvrir plus ou moins. Et donc, ce que je voulais, c'était profiter de ça pour vous donner les quelques trucs, si j'ose dire, les quelques principes millénaires que m'avait transmis le docteur Leong à ce sujet. Il disait, enfin, ça vient pas que de lui, mais voilà, c'est dans des connaissances anciennes là-dessus. Déjà, il y a des choses à éviter. Parce que, comme on disait, quand vous évitez une situation compliquée, déjà, c'est plus simple. Mais quand je dis compliqué, c'est des pièges, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont à reconsidérer. Par exemple, la notion de rôle social, la notion de richesse, la notion de rang dans la société. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des gens qui peuvent jalouser d'autres personnes, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais assez, etc., etc. Et en fait, cette notion, si je prends celle de la richesse, par exemple, les Chinois ont ce qu'ils appellent une notion, enfin les Chinois, pas généraliser, mais une notion de richesse suffisante.
C'est-à-dire être riche, c'est avoir assez. Et avoir assez, c'est quoi? Ben, j'ai des besoins, je dois pouvoir les satisfaire, des besoins normaux, hein, parce qu'on peut avoir aussi envie de faire des choses pharaoniques, mais je parle de besoins pour vivre voilà, heureux, comme on disait, longtemps en bonne santé, et puis avoir un petit peu de côté en cas de problème. Mais si on a trop, ça devient, vous connaissez l'histoire du savetier, du financier peut-être, de Jean de La Fontaine. Mais voilà, quand vous avez, bah sinon vous regarderez le savetier et le financier, mais voilà, quand vous avez trop, en fait, plus on a à perdre, quoi. Et en fait, on développe des émotions de type inquiétude et tout. Enfin, vous voyez, plus vous avez des choses, plus vous êtes obligé d'acheter des nouvelles choses pour protéger les choses que vous avez. Enfin, ça devient compliqué. Et donc, du coup, ben, c'est problème de riche, comme on dit. Donc, il y a une notion de richesse suffisante. Et il y a un proverbe qui dit « Le roi lui-même est pauvre quand son royaume ne lui suffit pas ». Et on a des gens comme ça très riches dans notre monde, et ils ne sont pas encore assez riches, visiblement. Donc il y a des éléments comme ça qui sont, je dirais, induits par la société dans laquelle on vit, où on trouve que c'est normal de vouloir telle chose, mais en fait, c'est pas une obligation. C'est simplement, c'est induit. Je repense à une publicité, vous avez peut-être vu ça il y a longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas rallumé une télé, mais c'était un type qui il sort de son entreprise, les grands buildings en verre, là il sort de son entreprise, il jette son attaché-caisse, sa cravate, ah, allez, j'en ai marre, j'ai donné ma démission, je suis libre, et puis il voit passer une belle voiture, oh, il reprend son attaché-caisse et puis il rentre en disant, bon, il faut que je travaille parce que je vais me payer la voiture. Voilà. Et en plus, c'est une pub pour la voiture, quoi. C'est impressionnant. Mais non, ça c'est induit, mais c'est pas naturel, effectivement. Il y a 5 obstacles aussi qui étaient cités. Il y avait la quête de célébrité ou de biens matériels. Donc, vous savez, riche et célèbre. Il y a plein d'émissions comme ça. Les jeunes, ils veulent tous être riches ou célèbres, mais ils veulent rien faire pour l'être. Donc, normalement, c'est des choses qui peuvent arriver. Si vous faites des choses bien, bah, peut-être vous serez connu, ou peut-être vous gagnerez de l'argent. Mais c'est une conséquence, c'est pas une cause. Vouloir devenir riche ou célèbre pour être riche ou célèbre, alors ils sont prêts à faire n'importe quelle connerie pour être connus, mais ça ne marche pas, évidemment. Le goût de la possession est aussi quelque chose qui va perturber tous les mécanismes émotionnels et donc générer des pathologies. Le goût de la possession, c'est que on a l'impression qu'on ne peut aimer que ce qui nous appartient. C'est-à-dire que le sens de la propriété, vous voyez. On a l'impression que si on aime un truc, il faut que ce soit à nous. On ne l'aime pas pour ce que c'est. Et du coup, ça donne une envie de s'approprier les choses. Ou même, il prenait l'exemple des collectionneurs, des fois. En fait, c'est le plaisir de posséder un truc, même si on ne s'en sert pas. Il y en a un comme ça, il a acheté 2 timbres. Il n'y avait plus que 2 timbres de, je ne sais plus, un philatéliste. Et il les a payés, je ne sais pas combien. Et puis, il a brûlé un des 2. Et les autres disent, bah, pourquoi tu fais ça? Il dit, bah, non, l'autre, il vaut 2 fois plus cher. Donc, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir quelque chose. C'est juste, c'est des calculs, c'est pas quelque chose de sain totalement sur le plan psychique. Alors je dis pas, on peut collectionner des trucs pour s'amuser, c'est pas la question, mais c'est quand ça devient, voilà, quand comme disait Souchon, on nous fait croire que notre bonheur c'est d'avoir, hein, de l'avoir plein nos armoires. Il y a les attirances, je vous parlais des gens qui sont un peu, comment dire, gourmand d'informations, de savoir, ou alors gourmand d'aliments, bien sûr, de choses comme ça. C'est-à-dire, le problème, vous savez, c'est marqué souvent tout en petit, en dessous, consommer avec modération. On vous attire sur un truc, et puis après, on dit, prends pas tout. Bah oui, bah, fais pas ta pub alors. Donc, en fait, cette attirance, parce que, vous savez, il y a une histoire comme ça dans le bouddhisme, c'est un carré de chocolat. Donc, on imagine que vous aimez le chocolat. Ouais. C'est pas trop rare. Sinon, on peut prendre le caramel beurre salé, ça marche aussi. Je sais pas, chacun ses trucs. Ou l'andouille, hein, si vous n'aimez pas le sucre. Bon. Enfin, vous prenez un bout. Et c'est très bon. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous prenez un deuxième. Et qu'est-ce qui arrive? Le deuxième est pas tout à fait aussi bon que le premier. Il peut pas. Le premier, il a saturé une partie de votre plaisir. Donc le deuxième carré de chocolat ou autre, il n'est pas à 100% de l'intensité du premier. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous prenez un troisième. Et c'est comme ça qu'on passe sans s'en rendre compte
du plaisir au besoin. Et bon, il y en a qui connaissent ça et qui savent justement vous entraîner vers ça pour pouvoir vendre plus. Mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de modération, c'est vachement compliqué. Moi, j'ai souvent des patients qui disent « Ah ben non, je ne peux pas ouvrir une bouteille parce qu'un verre, non, il faut que je vide la bouteille. » Pourquoi il faut? Ben parce que c'est vachement difficile. Cette capacité à contrôler le désir, c'est Épicure. De tout, un peu. Être épicurien, c'est ne rien s'interdire, mais de savoir se modérer. Se dire « Ah, c'est super. » Et j'arrête comme ça, la prochaine fois, ce sera de nouveau super. Et c'est une bonne façon de tester sa volonté, quoi. Donc, nous, on est dans un monde où on s'autorise tout, où on s'interdit tout, vous voyez. L'éducation, c'est pareil, c'est ou le martinet, ou alors il fait ce qu'il veut. Non, voilà. C'est toujours on penche toujours dans des extrêmes, on n'est pas foutu d'avoir cet équilibre nécessaire pour que les choses se passent bien. Et oui, un autre élément, ça s'appelle le surmenage de l'esprit, ça c'est le fait qu'on est, vous voyez, dans une société, comment dire, multimédia. C'est-à-dire que, déjà, mon vieux professeur donnait l'exemple de la personne qui tous les jours lit le journal. Parce qu'il disait, bah, là-dedans, il va y avoir 10 pages, et puis en fait, il y a 2-3 trucs qui sont intéressants peut-être, puis le reste, en fait, c'est lui, ça l'occupe. Mais en fait, il se charge la tête de plein de trucs qu'il n'a pas besoin. Et en fait, il sature son disque dur, un peu comme un documentaliste qui mettrait plein d'informations, puis le jour où il cherche un bouquin utile, il ne sait plus où il est, quoi. Donc, on sature notre mémoire. Mais il prenait que l'exemple du journal. Et maintenant, on a tout. On a la télé, on a Internet, on a le téléphone, c'est sans arrêt. Et en fait, l'esprit, il est sursaturé très, très, très vite. Et ça, par exemple, on va vers des augmentations d'Alzheimer aussi à cause de ça. Parce qu'on a des vieux ordinateurs avant la date, quoi. Donc, un truc aussi, je vous dis, c'est de sélectionner les choses dont on a besoin. J'avais vu aussi un type qui avait fait un article, ou un livre, je ne sais plus ce que c'était, où justement il disait, moi je m'informe pas. Mais il vivait dans un village comme ça, et il disait, je sais tout, sur tout. Parce que je passe devant le boulanger, il y a les titres, je passe devant le kiosque, machin, les gens ils en parlent, et bah, s'il y a un truc, je le sais. Hein. En plus, je l'entends déjà plusieurs fois, donc j'ai pas besoin en plus d'allumer une radio, une télé, d'acheter le journal. Je suis déjà au courant. Et voilà, donc loin des yeux, loin du cœur, si. Et le cœur, c'est la joie. Donc si je me mets pas sans arrêt des tas de trucs sous les yeux, des notifications, des machins, des trucs, bah ça fait du repos. Ça dégage le ciel dont je vous parlais tout à l'heure. Alors que si on se dit, oh là là, les salauds encore, ils ont... Bah ouais, forcément. Mais si c'est pour se rendre malade, si vous êtes capable de surfer là-dessus, ça va. Mais si c'est pas le cas, il faut pas, ça sert à rien. Vous ne rendez pas malade pour ça. Ça, c'est quoi éviter? Après, il y a quoi faire? Ça, c'est le côté mode d'emploi. C'est pas toujours facile d'éviter les sollicitations extérieures, mais garder l'esprit à l'intérieur, c'est-à-dire que l'esprit doit faire face à deux mondes. Soit le monde extérieur, hein, voilà, soit le monde intérieur. Si vous fermez les yeux, vous suivez par exemple votre respiration, vous allez vous tourner vers le monde intérieur. Généralement, dans notre culture, nous, et puis l'esprit, c'est sa nature, il a tendance à se disperser, donc on s'intéresse toujours à des choses autour de nous. Mais comme le cœur est l'empereur, comme la conscience est l'empereur du pays, s'il rayonne à l'intérieur, alors si vous avez l'esprit toujours tourné vers l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la baudruche va se dégonfler. C'est-à-dire que la pression extérieure, vous pensez aux choses extérieures et les choses extérieures vous impactent. Vous voyez l'idée? Parce que vous habitez pas votre pays en fait. C'est comme un président qui serait toujours en voyage à l'étranger, mais il ne s'occupe pas de son pays. Donc c'est le bordel à l'intérieur. Donc ça se désorganise. Hein? Si par contre vous tournez l'esprit à l'intérieur, à ce moment-là, c'est comme quand on regonfle un ballon, s'il y a quelque chose qui vient déranger, en fait, il se retourne parce qu'il y a un côté bouclier, parce que là, vous renforcez les choses. Dans cet ouvrage de 500 avant Jésus-Christ, on vous explique, l'empereur demande à son médecin, il doit rendre visite à un village où il y a une épidémie, il doit dire qu'est-ce que je dois faire pour éviter de tomber malade. Et l'autre, il ne dit pas vaccinez-vous, même si les Chinois ont inventé le principe vaccinal.
Il dit, bah, vous visionnez le foie, vous imaginez une forêt, après vous imaginez le cœur, vous imaginez un incendie. Enfin, il lui fait faire en fait un truc de visualisation des 5 organes vitaux. Après, il faut, je sais plus quoi, viser l'étoile polaire ou chez la grande ours, je sais plus quoi, traverser le village et puis voilà, ça fera, ça va, parce que vous regonflez le système d'énergie interne et ça, c'est un vaccin. Alors que quand on vous fait peur, bah ça fait ça. Vous voyez? Donc, en fait, garder l'esprit à l'intérieur, ça veut dire avoir une pratique occasionnelle, mais un peu régulière, où vous vous tournez dedans. Il y a une église en face, non, c'est pas ça? Il y a des lieux comme ça qui sont faits pour ça, des lieux de silence. Alors ça prend la forme qu'on veut, c'est emballé ou pas d'une religion, mais dans toutes les cultures, de tout temps, il y a eu des gens qui sont assis au pied d'un arbre, qui n'ont rien fait, voilà, qui sont allés faire un tour, voir ce qui se passe dedans, pendant un certain temps, sans psychoter, sans chercher à émettre des choses particulières, mais simplement aller à l'intérieur, se poser et visiter le pays, si j'ose dire. Donc un temps de recueillement, de repos, de pause, de décantation, et non pas d'incantation. Ça, c'est un moyen tout simple, puisqu'il suffit de s'asseoir et d'écouter le soleil, comme disent les Ardéchois. Il n'y a rien à faire. Mais rien faire, chez nous, c'est pas possible, quoi. On a l'impression que c'est pas possible. Donc ça, c'est un truc tout simple qui peut se faire. On s'assoit sur un banc et on fait rien. Vous imaginez? Ben, c'est vachement dur, mine de rien faire. Un autre truc qui est simple, mais qui est intéressant, c'est de cultiver le sourire. Cultiver le sourire parce que, vous savez, quand on est joyeux, c'est plutôt le sourire qui se manifeste. C'est l'expression, le rictus, qui va avec la bonne humeur. Le sourire, c'est la Joconde, c'est l'ange au sourire. Il y en a qui connaissent la cathédrale de Reims. On cherchera ça, l'ange au sourire, il a un joli sourire. Parce que ça veut dire que c'est l'expression du cœur qui rayonne à travers le visage. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ça marche dans l'autre sens, parce que le monde, c'est un miroir. C'est-à-dire que si vous vous mettez devant un miroir et que vous vous souriez à vous-même, ben en fait, rétrospectivement, ça envoie quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Et si vous faites ça, vous cultivez le sourire vis-à-vis d'autres, vous souriez à d'autres, même si eux, ils font la gueule, c'est pas votre problème qu'ils fassent la gueule, c'est leur problème à eux. Mais vous souriez. Et ben vous envoyez autre chose et ça vous ramène autre chose. Donc si vous cultivez le sourire, en fait, c'est quelque chose qui est bon pour le cœur, mais dans les deux sens, quoi. Voyez ? Et ça, ça coûte rien. Enfin, mais ça se cultive. Alors après, si je rentre un peu dans le détail, les Chinois disent qu'il y a 5 types de rire, de sourire. Eux, ils ont tout analysé depuis le temps. Donc, il y a le sourire qu'on a quand on évoque quelque chose qui nous plaît, hein, quand on aime vraiment quelque chose ou quelqu'un. Mais il y a par exemple le sourire de politesse. C'est-à-dire que vous avez déjà vu, par exemple, les gens, les speakerines, hein, où, je veux dire, ils sont là, ils préparent leur papier, puis ça y est, sur ligne. Bonjour. D'un seul coup, vous voyez, le sourire commercial, quoi. Hein, ils font la tranche, puis dès que le client rentre, ils accrochent ça aux oreilles, et puis c'est... Voilà. Ce sourire-là n'est pas mauvais en soi, mais c'est juste une marque de politesse. Hein, c'est le sourire de politesse. Mais ça n'a pas d'action profonde. Parce que c'est... D'ailleurs, on dit souvent, quand vous voyez... on voit ça des fois sur des affiches électorales, vous voyez le politique qui sourit, tu vois, pour faire la photo, mais tu regardes les yeux, tu dis non, il ne sourit pas du tout le gars, il n'y a qu'en bas, quoi. Hein. Donc, non, normalement, c'est quelque chose qui doit vraiment venir du cœur, quoi. Donc, ce sourire de politesse n'est pas celui dont on parle. Il y a aussi le rire du nez, disent les Chinois, c'est... ouais. Ça, c'est un sourire narquois, un sourire sardonique. Ça, c'est teinté de mépris, en fait, de moquerie. Hein. Vous savez, comme les mauvaises blagues, un peu, là, les blagues un peu... Bon, ça, c'est vrai que c'est pas celui-là qui est bon pour le cœur non plus. Après, on a analysé, il y a le rire de la gorge, c'est quand on rigole en même temps qu'on parle. C'est quand vous racontez une blague, puis vous rigolez vous-même de la blague que vous racontez pour inciter les autres à trouver ça drôle. Il y a même des rires enregistrés à la télé. L'émission, elle est débile, mais il y a des rires enregistrés, alors du coup on rigole aussi, quoi, parce qu'on a dit ça se propage. Mais en fait, c'est pour vous faire oublier que c'est un peu indigent comme blague des fois.
Il y a le rire aux larmes. Ça, c'est le rire, c'est, vous savez, le fou rire. Les gens qui rigolent, ils pleurent de rire. Mais ça, c'est un relâchement de tension émotionnelle. Donc, c'est pas un bon rire parce que ça agite le cœur aussi. Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui font des stages de rigolothérapie ou je sais pas quoi, gélothérapie, mais ça va trop loin. C'est du rire de la gorge et du rire aux larmes, mais en fait, ça peut agiter déjà des cœurs déjà agités, et c'est pas reposant véritablement. Alors des gens déjà extravertis, ils n'ont aucun mal à faire ça. Les gens introvertis, ça les force, mais c'est un peu un extrême inverse. Donc c'est pas si bon que ça du point de vue traditionnel. Le rire aux larmes. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais c'est au moment où vous allez, où il ne faut pas, c'est au moment de l'enterrement ou du permis de conduire que vous allez avoir une crise de fou rire ou de l'examen, et puis l'autre, il va croire qu'on se fout de lui, alors que, enfin, vous voyez, c'est juste parce que vous avez une grosse émotivité, une tension émotionnelle, et ça se traduit par le cœur qui lâche. Et du coup, enfin, si j'ose dire, sur le plan cœur-esprit, et du coup, ça fait une crise de fou rire au moment où il ne faudrait pas. Mais en fait, vous savez, vous êtes tous voilà, éplorés, attristés de quelqu'un qui vient de mourir, puis il y a quelqu'un qui fait un truc un peu bizarre, et puis tout le monde se met à rire parce qu'il y a une telle tension émotionnelle collective que bah, c'est le petit truc qui fout le feu, quoi. Donc ce rire-là, bon, bah, voilà, c'est un déchargement d'intensité émotionnelle qui est plus ou moins facile chez des gens déjà émotifs, qui ont plus ou moins de yin du cœur ou pas. Mais non, quand on dit s'entraîner à sourire à soi-même ou aux autres, c'est juste essayer de le faire venir de l'intérieur, quoi. Mais le fait que changer sa tête, son visage, puisse avoir un effet interne, c'est vraiment intéressant, parce que vous voyez la tête des gens, même les mannequins, tout ça, vous savez, pour vendre des fringues et tout. Ah. Et donc, vous savez, je ne sais plus qui disait, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Cultiver l'optimisme, ça c'est un truc intéressant aussi, c'est, vous savez, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Et en fait, c'est aussi une pratique. C'est-à-dire que, par nature, je vous ai dit, on n'est pas toujours des gens gais, donc on voit parfois l'inconvénient des choses. Souvent l'inconvénient des choses. On dit, ah oui, mais voilà, il y a tel inconvénient. Puis il y a d'autres personnes qui veulent toujours l'avantage. Bon, ça s'appelle être optimiste ou pessimiste. Alors, tout le monde a raison. Hein. Quand ça va pas, ben, le pessimiste, il dit ça va pas. Et puis, quand ça va bien, le pessimiste, il dit ouais, mais ça va pas durer. Et l'optimiste, c'est juste pareil, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand ça va bien, il dit ben, ça va bien. Puis quand ça va pas, il dit oui, mais ça va pas durer. Donc en fait, ils ont tous raison. Simplement, c'est comme ce type qui, en vélo, vous savez, il rigolait dans les montées, puis il pleurait dans les descentes. Et les gens disent, bah, pourquoi tu fais ça? Il dit, bah, quand je descends, je suis triste parce qu'après je sais que ça va monter. Hein, et quand je monte, je suis content parce qu'après ça descend. Vous voyez bien que on peut toujours justifier nos comportements. Donc en fait, on a le choix. En fait, c'est cette idée qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté dans tout. Donc si chaque fois que vous voyez un mauvais côté à quelque chose, cherchez le bon. Puisqu'il existe forcément. Et si votre enfant, il n'écoute pas, c'est qu'il est indépendant, enfin, etc. Il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés à toute chose. Nos vertus ne sont que vices déguisés, disait la Rochefoucauld. Donc, simplement, c'est à nous de voir, c'est un choix personnel de décider de voir ou pas le bon côté. Soit maintenant, soit après. Mais de toute façon, voilà, chaque chose est le ferment d'une autre. Donc, c'est une pratique. C'est simplement de se dire, au lieu de râler encore de ça, dire quel est le bon côté de ça. Parce qu'il faut s'entraîner à le voir, parce qu'il existe. Mais voilà, c'est une pratique tout simplement. Sauf que au niveau de l'éducation, on nous apprend toujours à être insatisfait, exigeant, perfectionniste, forcément, ben, ça marche pas. Enfin, si, ça marche, mais pas positivement pour la santé. Une autre pratique toute simple, ça s'appelle cultiver l'émerveillement. Cultiver l'émerveillement, ça veut dire prêter une attention aux petites choses simples de la vie qui sont dignes d'émerveillement. Les fleurs qui poussent au printemps. C'est Amélie Poulain un peu, vous voyez, les petites choses qui font du bien, qui ouvrent le cœur justement. C'est pas forcément le grand feu d'artifice,
la Tour Eiffel le 14 juillet, quoi. C'est les petites choses. Il pleut, il y a un joli reflet dans la flaque d'eau. Bon, il pleut, mais c'est pas, merde, il pleut, non, mais il y a des petites choses qui sont jolies aussi. Rechercher, un peu comme le photographe qui cherche le truc sympa à prendre, et il y a toujours le coup d'œil sympathique à avoir sur les choses. Donc ça aussi, ça se cultive parce qu'on ne regarde pas d'habitude. Vous voyez, on est en train de parler de façon animée au restaurant ou chez quelqu'un qui nous a gentiment préparé des crêpes ou un plat comme ça, et on oublie d'apprécier ce qu'on a dans l'assiette. On ne fait pas attention à la petite attention qui a été faite pour nous. Ça passe dans nos préoccupations, alors que voilà, il y avait des choses qui étaient dignes d'émerveillement, de remerciement, de gratitude. Donc, on a plein d'occasions de pratiquer ça de façon pas ostentatoire, hein, pas tricheuse, simplement de se dire, ben voilà, c'est merci, quoi. Et ça, ben, ce côté reconnaissance des choses. Vous voyez, combien de patients disent, ouais, je fais attention à tout ce que je mange, machin. Ouais, mais t'as à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-nous notre pain quotidien. Ah ouais, mais il y a du gluten dedans. Ouais. Encore. Donc, c'est terrible hein, chez nous. Et si tu supportes pas le gluten, traite-toi. Mais c'est pas de la faute du pain. Ou alors achète du meilleur. Bon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Prends le problème sous le bon angle. Mais la faute n'est pas au niveau du pain ou du vin, ou alors l'autre, là, pendant la scène, il nous a bien baladé. Quoi. Un autre truc intéressant pour le cœur, pour ouvrir le cœur, la conscience, la joie, c'est d'avoir un violon d'Ingres. Ingres, vous savez, le peintre. Alors, c'était son job de peindre, mais il avait un violon d'Ingres, mais disons, il faisait aussi du violon. Mais ça, c'était en amateur, vous savez, au sens de celui qui aime. Il faut faire un truc qu'on aime, où il n'y a pas justement d'argent, ou de trucs, d'obligations, ou de gains, ou de... Voilà. Il y a des gens comme ça, ils aiment un truc, ils décident d'en faire une profession, puis après, ça devient une galère. Parce que c'est plus un plaisir. Donc faire quelque chose qui nous plaît et qui génère un épanouissement personnel. Un hobby. Vous voyez ? Généralement, ça doit être une activité, c'est-à-dire c'est pas un truc passif. On pourrait dire, ah bah, mon violon d'Ingres, c'est le whisky, non. Ou alors on le fabrique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que consommateur, c'est pas pareil d'être mélomane et d'être musicien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'être gastronome et d'être cuisinier. Un violon d'Ingres, c'est un truc qu'on fait soi-même. Vous voyez? Et même si on le fait de façon comme un enfant, vous voyez, quand un enfant il fait un truc, on dit, oh c'est beau. Mais adulte, c'est pareil, quand vous faites un truc, vous dites, ah, c'est sympa, voilà, ça nous remplit le cœur comme un enfant. Vous voyez? Alors ça peut être du macramé, ça peut être de la poterie, ça peut être aller à la pêche, ça peut être faire de la pétanque, ça peut être faire de la voile, ça peut être du jardin, ça peut être du bricolage, ça peut être du modélisme, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous faites un truc, de la peinture, enfin de la photo, vous faites un truc qui est épanouissant pour vous, avec vos moyens, et on s'en fout, si on n'est pas Picasso, c'est pas la question. De toute façon, il y en a plein, ils ont été reconnus, ils étaient déjà morts, là, de toute façon. Donc, c'est simplement que c'est bon pour le cœur, c'est épanouissant, et ça fait travailler une autre partie du cerveau qui d'habitude ne travaille pas beaucoup dans notre vie tous les jours. Donc, chacun le sien, évidemment, et d'ailleurs, les violons d'Ingres, par exemple, homme-femme, ça peut être épanouissant pour le cœur et prodigieusement agaçant pour l'autre. C'est-à-dire, si votre violon d'Ingres, messieurs, c'est la pêche, au bord de l'eau pendant toute la journée, madame, c'est peut-être pas tout à fait le même plan. Il faut que chacun fasse son truc, quoi, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, il faut aussi que chacun ait les choses épanouissantes pour lui. Et d'ailleurs, c'est un autre élément qui ouvre le cœur, c'est les copains, les copines, les amis. C'est-à-dire des choses avec qui on veut partager justement des trucs en commun qui ne sont pas forcément ceux du conjoint, par exemple. Mais il ne faut pas vouloir à tout prix que ce soit telle ou telle personne qui fasse les choses, ou lui reprocher qu'il n'a pas eu un goût. C'est pas le problème. Simplement, il y a des choses, c'est forcément entre mecs ou entre nanas, et c'est pas grave. Hein? Mais d'avoir donc quelque chose qu'on aime faire, et de le faire avec d'autres personnes, et de s'y retrouver là-dedans. Parce que ça, c'est épanouissant pour le cœur. Regardez, il y en a plein d'entre vous qui font du qigong.
avec David, eh ben ça c'est un violon d'Inde, par exemple. Aussi. En plus, c'est une pratique de santé, donc youpi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses, on les fait parce qu'on aime bien, on se retrouve, et puis voilà. Et il y en a plein de toutes sortes. Donc simplement, il faut choisir. Et d'ailleurs, souvent, ça c'est pas mal en France, il y a des systèmes associatifs. Des fois, puis on ne sait pas quoi faire, on va faire un tour, puis on se dit, ah tiens, ça me plaît. Voilà. Mais ça fait partie. En plus, ça recrée du lien social et on en manque cruellement. Donc c'est vrai qu'avoir un violon dingue, c'est une chose, et pouvoir le partager avec d'autres, pour pouvoir comparer, tiens, regarde mes photos, ah ouais, ben moi j'ai fait ça, etc. Ça permet de partager une passion, mais pas passion au sens négatif du terme, et ça c'est bon pour le cœur. Parce que ça donne un peu de sens à la vie aussi. Parce que si la vie n'a pas de sens, si c'est juste pour dire je mange, je dors, ben, ou je travaille pour me racheter la dernière voiture, le dernier modèle, donc c'est, voilà, il y a un côté épanouissant. Il y a aussi le fait que quand vous faites une pratique comme ça, souvent, je vous parlais de la pêche, ça se rapproche de la méditation. Parce que vous voyez des gens, une fois qu'ils sont dans leur truc, dans leur tricot, dans leur atelier de bricolage, il n'y a plus, on regarde plus la montre, hein, je veux dire, il faut aller chercher parce que en fait, ils sont en méditation. Il y a une absorption dans ce qu'on fait, on s'oublie dans ce qu'on fait. Donc c'est une pratique qui est intéressante. D'ailleurs au Japon, il y a des voies comme ça, Ketsuzendo, Kyudo, Chado, c'est-à-dire la voie du thé, la voie de l'arc, la voie de l'arrangement floral, etc. C'est-à-dire que, alors c'est très codifié, c'est à la japonaise, mais c'est pour dire qu'on se met dedans et on en fait une pratique méditative. Donc, sans le formaliser autant pour nous, on peut naturellement trouver une forme de méditation dans ces activités-là. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est intéressante pour le cœur, pour ouvrir le cœur, mais ça, on ne peut pas le forcer, mais l'ancien idéogramme du cœur, c'était ça. Cœur en chinois, c'est ça. Xin en chinois, Xien. Mais l'ancien idéogramme était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation du cœur, organe, sous une forme un peu comme ça, avec l'idée d'une coupe qui reçoit le sang. Et il y avait un trait qui représentait le début de l'aorte, enfin de tout le système cardiovasculaire, parce que les vaisseaux font partie du cœur, en quelque sorte. C'est relié, c'est un circuit fermé. Et puis il y a le cœur-esprit qui est une sorte de vase couverte aux influences plus hautes. Et donc, ceux qui avaient ça, qui avaient le cœur ouvert, esprit, ils avaient le cœur ouvert à quelque chose de plus grand qu'eux, à un grand esprit. Ça, c'est la notion de foi. C'est-à-dire, les gens qui croient en quelque chose de plus grand qu'eux, au lieu de se dire qu'il n'y a qu'eux, puis le reste, ça ouvre. Et c'est la différence entre une pile et une batterie. Si vous avez votre énergie à vous, vous durerez ce que vous durerez. Si vous avez une batterie et que vous rechargez parce que vous avez l'énergie de la nature qui est connectée avec vous, que vous êtes ouvert à quelque chose de plus grand, forcément, ça vous recharge un peu plus. Et d'ailleurs, dans le domaine de la médecine, on sait qu'en termes de longévité aussi, et en termes de guérison de certaines maladies, il y a, comme on dit, des miracles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, la foi, le rapport, c'est l'énergie solaire, si vous voulez, celle-là, elle est un peu illimitée quelque part, qui vient recharger, alors que si on a un glissement moral, ça s'éteint beaucoup plus vite. Donc en fait, les gens qui ont une forme de foi, on ne dit pas croyez en ceci ou en cela, mais si vous avez une capacité de foi en, que ce soit la nature, la création, appelez ça comme vous voulez, Dieu, mais en quelque chose de, voilà, si la goutte d'eau est consciente qu'elle appartient à la mer, elle est un peu plus grande à la fin, quoi. Donc, le fait d'avoir une foi en quelque chose, plutôt que de ne croire en rien, ça aide, ça soutient le moral, et le moral est un élément d'énergie. Après, il y a des gens qui disent « je crois en la science ». Alors ça, c'est très rigolo, parce qu'en fait, c'est plus de la science puisqu'ils y croient, donc c'est une religion, mais en même temps, c'est bon pour eux puisqu'ils ont une croyance. Donc, bon, ils merdent avec ça. Mais toujours est-il que, c'est un paradoxe quand même, mais toujours est-il qu'avoir la foi en quelque chose, c'est toujours bénéfique pour le cœur. Après, je parle de la foi dans ce sens-là. Parce que si vous inversez ce truc-là,
ça fait ça. Un entonnoir. Et ça s'appelle les fous de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas l'esprit large, ça fait de l'intégrisme. Ça fait l'Inquisition, ça fait les croisades, ça fait les djihad, et ça fait autre chose. Donc il faut à tout prix, la foi c'est bien à condition que ce soit chez des gens qui soient simples d'esprit, comme disait l'autre. Mais pas trop. Voilà. Donc, si on arrive à cultiver tout ça, en fait c'est une forme de joie de vivre avec différents paramètres assez simples. En fait ça va, je vous disais, chasser les nuages, c'est-à-dire ça va éviter de générer des émotions malsaines. Parce que c'est dur à chasser, vous voyez. Il n'y a pas besoin de les chasser en fait. Si vous courez après votre ombre, elle se sauve. Si vous cherchez à lui échapper, elle vous court après. Donc en fait, c'est simplement si vous éclairez, il n'y a plus d'ombre. Donc l'idée c'est que si on cultive certaines choses qui nous ouvrent au niveau de la compréhension et de la bonne humeur d'une façon générale, si on a les deux choses ensemble, le reste va glisser plus facilement. Petite anecdote qui me revient juste en conclusion un petit peu, mais qui était intéressante, c'est que on parle toujours du fait que le monde va bien ou pas bien, et je repense aux histoires de Tristus et de Régulus et tout ça, mais j'avais fait cette expérience, je la cite de temps en temps, où je m'étais acheté une galette des rois, et comme j'étais tout seul, je l'ai mangée. J'avais pris une petite, et donc j'ai eu la fève. Et donc, j'ai mis la couronne, et puis j'ai continué de travailler. Je préparais un cours à l'ordinateur, et puis, un peu plus tard, je suis allé faire une course, parce que j'avais un truc à aller chercher, voilà, dans un magasin. Et dans la rue, les gens, adorables, grand sourire, ils me disaient bonjour et tout. Putain, je me suis dit, il y a la Coupe du Monde, il y a un truc, j'ai raté quelque chose, je ne comprenais vraiment pas. Parce que c'est une ville qui n'est pas... Voilà, justement, d'habitude, on passe, on est beau. Et là, c'était vraiment une journée merveilleuse, tout le monde était aimable, était sympa. Et j'arrive au magasin, et le mec, il me fait majesté. Et là, donc j'avais oublié de retirer la couronne. Et là, ça m'a fait un déclic. Et c'est pour ça que j'y repense souvent à cette histoire. J'ai cru que les gens avaient changé. C'est moi qui ai mis une couronne. Eux, ils étaient toujours pareils. Mais moi, j'ai mis une couronne et ça a changé tout le monde. Donc, juste un dernier conseil, mettez une couronne. Alors, elle n'est pas obligée d'être visible, c'est l'histoire de cultiver le sourire. Mais faites, voilà, vous êtes des rois. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, vous allez voir que ça change en face. C'est un miroir, le monde. Parce que la conscience, en fait, c'est de la physique quantique. Le monde, c'est la projection de votre conscience. Et si votre conscience, elle est impériale comme ça, je veux dire, le monde, c'est génial, quoi. D'accord? Même avec tous ses défauts, vous avez une capacité de le transformer parce que ça passe par vous. Donc, ce secret, il est là. Après, les émotions, c'est les conséquences de ça. Mais on n'empêchera peut-être pas de les avoir pour d'autres raisons. J'ai expliqué, il y a des pathologies, il y a des trucs, mais ça se traite. Mais que ce ne soit pas vous qui les fabriquiez. C'est trop bête. Faites partie des Régulus. Du roi des Régulus. Voilà. Je vous souhaite d'être le roi des Régulus. Merci de votre attention.